Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations, mesdames, messieurs. Comme elle l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Yoro Dia, politologue. Yoro Dia, bonsoir. Bonsoir, Pape Abdoulaye. Vous êtes également ancien ministre, porte-parole du président de la République, Macky Sall. Pour être complet, je devrais dire également ancien journaliste. Non, on ne sort jamais du métier. On ne sort jamais du métier. Journaliste un jour, journaliste toujours. Comme on dit, soldat un jour, soldat toujours. Et puis c'est un noble métier. Je suis très honoré d'appartenir à ce corps. Alors, nous parlerons de la presse dans cet entretien. Mais avant, l'actualité, c'est d'abord les assises de la justice. Yoro Dia, lancé hier mardi à Diamniadio, présidé par le président Bassirou Diomaye Faye. Alors, dans une publication, je veux dire même une tribune publiée aujourd'hui même, vous qualifiez ces assises de perte de temps. Est-ce que ce n'est pas trop sévère? Non, c'est pas trop sévère. J'ai dit le temps ne chôme pas. Quand on voit l'évolution, le président le 3 avril avait parlé des assises de la justice pour redorer le blason de la justice. Et hier, dans son discours, il a dit qu'il faut éviter le gouvernement des juges. Donc le constat qu'il faut en faire, c'est que quand on parle quand on prévient les gens contre le gouvernement des juges, au moins donc on reconnaît que la justice est en tant soit indépendante. Parce que c'est quoi le gouvernement des juges? C'est estimer que les juges ont trop de pouvoir et que les juges ne sont pas élus et que par rapport à l'excès de pouvoir qu'ils ont, ils n'en rendent pas compte. Donc, on parle dans un système politique de pouvoir de gouvernement des juges quand on estime que les juges ont trop de pouvoir. Donc, entre redorer le blason de la justice et éviter le gouvernement des juges, je pense que le constat est fait. Ça montre que les assises étaient inutiles parce que quand on estime que les juges ont trop de pouvoir, donc il faut éviter le gouvernement des juges. On reconnaît que la justice est libre et que la justice est indépendante. Et c'était l'idée même de redorer le blason de la justice. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et puis il n'y a que le président de la République qui pensait que le pouvoir de la justice était terminé. Quand on voit la réputation du Sénégal dans le monde, quand on voit le rôle du Conseil constitutionnel lors des dernières semaines de la présidentielle, le blason de la justice sénégalaise n'a jamais été étincelant. Et c'est pourquoi j'ai pensé que ces assises de la justice étaient une perte de temps. Dans notre pays, on aime perdre du temps. Et puis, ce que nous avons aujourd'hui au niveau de la justice, on n'a pas le sens des urgences. Comme je disais dans mon premier papier, le seul risque politique que le Sénégal court avec aujourd'hui, c'est une perte de temps. L'État est solide, la République est debout et la démocratie fonctionne. La seule urgence dans ce pays, c'est une urgence économique. Donc, en termes d'urgence, si on raisonne en termes de justice, ça aurait dû porter sur comment améliorer le cadre, comment améliorer la sécurité juridique et judiciaire pour que les investissements puissent venir. C'est la seule urgence. Donc on va perdre du temps avec les assises de la justice et puis malheureusement, comme j'ai dit dans le papier, le président de la République est déjà prisonnier des rentiers de la tension. Au Sénégal, il y a des gens qui veulent de tension. Après les assises de la justice qui ne servent absolument à rien, parce que comme je dis dans l'article, quand on a vu ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel, qui a censuré en quelques semaines 2 fois le président de la République, le président de la République a fait un communiqué que j'ai signé pour se soumettre à l'état de droit. Au Sénégal, l'État est soumis au droit. C'est eux, quand ils étaient dans l'opposition, qui n'étaient pas soumis au droit. Nous, quand une décision de justice n'était pas favorable, on faisait des recours. Mais eux, quand une décision de justice ne leur est pas favorable, c'est eux qui jetaient à la vindicte populaire les magistrats, qui les traitaient de clochards, qui les menaçaient. Dans un système politique, quand un juge de province, comme celui de Ziguinchor, peut casser et annuler une décision de l'État central, ça veut dire qu'on n'a pas un problème de justice. Quand on voit la guérilla judiciaire que le premier Ousmane Sonko a menée dans l'affaire Adji Sarr, dans l'affaire Mame Mbaye Niang, parfois il gagne, parfois il perd, et c'est ça la justice. Selon que vous soyez État ou opposition, la justice vous rendra blanc ou noir. Quand vous avez un système judiciaire comme ça, regrouper les gens pour parler des assises de la justice, au-delà de vouloir parler de redorer le blason de la justice, je pense que c'est une perte de temps. Cette perte de temps au niveau de la justice, on va encore, comme je dis, les rentiers de la tension ont déjà capté le président et ils vont nous faire perdre du temps. Après les assises de la justice, ils vont probablement lui proposer les assises du fichier électoral, du code électoral, ils vont encore proposer la création d'une CENI dans un pays qui peut organiser des élections en 3 semaines. Il ne faut pas que les Sénégalais oublient que le collège électoral a été convoqué le 6 mars et l'élection a eu lieu le 24 mars. Donc quand dans un pays, on peut organiser les élections en moins de 21 jours, faire une transition en 10 jours,
Le président Diomaye Faye a été élu le 24 mars et il a été installé le 1er avril. Il n'y a eu aucun problème. Quand un pays est à ce niveau, donc on n'a pas un problème politique, on n'a pas un problème institutionnel, on n'a pas un problème de justice, on a un problème économique. Et les gens doivent être jugés aujourd'hui sur leur capacité à répondre sur ces questions-là. Il faut recentrer le débat sur l'économie. Mais quand même, toujours est-il que c'est un éternel débat qui s'est posé, l'indépendance de la justice, même si, comme je dis, c'est un éternel débat. Comment rompre le lien entre le parquet et la chancellerie, certains disent couper même le cordon ombilical. C'est un problème qui se pose. Non. Mais au-delà aussi de vos propos, on peut également dire que ce sont les politiques ou les politiciens qui finalement prennent en otage la justice. Mais on ne peut pas réduire la justice au pénal. Il y a une justice sociale, il y a une justice économique. Oui. Comme je dis là, l'urgence du Sénégal, c'est l'économie. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur, en matière de justice, comment améliorer le fonctionnement du système judiciaire pour une meilleure gagne de la vie. Parce que pour que les gens viennent, tous les pays qui ont émergé ont eu deux choses. La stabilité politique, que le Sénégal a toujours eue, et la sécurité juridique et judiciaire. La sécurité juridique et judiciaire. S'il y a des urgences au niveau de la justice, je pense qu'on doit se focaliser sur ça. Comment améliorer la sécurité juridique et judiciaire pour avoir plus d'investissement. Dans une vie antérieure, il y avait un grand patron qui avait investi au Sénégal des milliards et des milliards sur 20 ans. Et je lui avais dit pourquoi le choix du Sénégal. Il m'a dit en dehors de l'Allemagne, notre entreprise n'a investi qu'au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, vous avez deux choses que les pays africains n'ont pas. La stabilité politique et la sécurité juridique et judiciaire. Voilà les urgences du Sénégal. L'urgence du Sénégal, ce n'est pas dans les assises de la justice. L'urgence du Sénégal, ce n'est pas dans les assises du code électoral. L'urgence du Sénégal, ce n'est pas dans le débat politique permanent. Le Sénégal n'a pas un problème politique. Le Sénégal n'a pas un problème institutionnel. Il n'a pas un problème judiciaire. Le Sénégal a un problème économique. Et je pense que, comme on dit, la démocratie est la compétition des réponses que les citoyens se posent. Aujourd'hui, les jeunes qui sont les 3/4 de la population ne se posent pas de problèmes de justice. Ils ne se posent pas de problèmes institutionnels. Ils se posent des problèmes d'emploi. Mais il y a eu également de graves accusations contre le Conseil constitutionnel. Docteur Yorodia, avant ces élections, des accusations de corruption qui jusqu'à présent n'ont pas été élucidées. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Au lieu de faire les aides de la justice, eux, ils sont au pouvoir, ils n'ont qu'à clarifier. Il y a eu aussi les accusations que l'État du Sénégal avait fait disparaître deux gendarmes. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont l'État du Sénégal, ils n'ont qu'à clarifier. Il y a aussi l'affaire François Mancabou, qui, selon la police, qui s'est suicidé au commissariat central. Les gens du pouvoir aujourd'hui avaient pensé que l'État du Sénégal, au-dessus de tous ces dossiers-là, ils sont l'État du Sénégal, ils peuvent clarifier, ils peuvent apporter les réponses. Mais comme je dis, le temps ne chôme pas. La démocratie, c'est la compétition des réponses que les citoyens se posent. Aujourd'hui, les citoyens sénégalais ne se posent pas des questions sur le système judiciaire, sur le système institutionnel, sur le problème électoral. Ils se posent des problèmes sur la question de l'emploi. Mais malheureusement, le président de la République est déjà tombé dans le piège des rentiers de la tension. Il y a des gens qui vivent de tension électorale, de séminaires, de colloques. Maintenant, il appartient au président de la République de faire le choix. Est-ce qu'il apporte la réponse à la question que les jeunes qui n'ont plus de cible se posent, ou bien est-ce qu'il va continuer à vouloir plaire aux rentiers de l'attention? Comme je le dis, dans quelques temps, vous allez voir, les gens vont proposer encore des assises sur le code électoral. On ne peut pas, après chaque élection, revenir sur le code électoral. J'ai l'impression que le Sénégal a la recherche d'institutions parfaites, qui n'existent nulle part. Aujourd'hui, les nations les plus vieilles, ce sont les institutions américaines. Je rappelle souvent que les Américains en sont toujours à la première république. Les Américains fonctionnent encore avec une constitution qui date de 1789. Et l'histoire a montré qu'il n'y a pas de lien entre modernité des institutions et efficacité économique. L'Angleterre, qui a des institutions millénaires, vieilles de 1000 ans, a été le berceau de la révolution industrielle, pas la France qui a fait la révolution. Le Japon, qui a été à l'origine de la révolution technologique, a encore des institutions qui remontent à l'ère du Meiji. Donc, il faut que le Sénégal arrête de perdre du temps. Et comme si on était à la quête d'institutions parfaites qui n'existent pas. Les institutions deviennent parfaites avec le temps. Pour terminer, lors des dernières élections américaines entre Trump et Biden, qu'est-ce qui était au centre du débat politique? La poste. La poste. Le vote postal. Alors que les Américains ont inventé Google, Facebook, Twitter, et puis ils ont gardé leur tradition. Malheureusement, le problème du Sénégal, c'est qu'on ne donne pas le temps à nos institutions pour qu'ils puissent devenir des traditions. Vous insistez sur l'économie, la croissance, on va en parler, mais on reste avec la politique. Comment vous voyez la relation du tandem Diomaye-Sonko? Non, mais en termes de sciences politiques, c'est un truc intéressant. Et puis j'avais dit chez notre consoeur même Ndoufay, il y a 3 schémas possibles. Le schéma actuel, ça fonctionne jusqu'à présent parce que le président de la République accepte
d'être confiné dans un rôle de roi d'Angleterre, ou bien de président d'Israël, ou bien de président d'Allemagne. Personne ne connaît le président de l'Allemagne. Mais tout le monde connaît Angela Merkel. Personne ne connaît le président d'Israël. Mais tout le monde connaît Benjamin Netanyahu. En Angleterre, comme on dit, le roi règne, mais ne gouverne pas. Mais vous citez des régimes parlementaires. Mais oui, justement. Oui, c'est ça qui c'est pourquoi je dis. Oui, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Les institutions et les textes donnent tous les pouvoirs au président de la République. Et c'est pourquoi j'ai dit, il ne va pas y avoir de problème aussi longtemps que le président va accepter d'être confiné dans son rôle de roi d'Angleterre. C'est quoi le rôle de roi d'Angleterre? Il est confiné au palais et dans les airs. Il est confiné au palais et dans les airs. Et c'est pourquoi les gens parlent de la crise de 62. On nous a vendu la formule Sonko Moïse Diomaye. Et moi, j'ajoute Sonko Moïse Diomaye et Diomaye deviendra Senghor. Et si Diomaye devient Senghor, le conflit est inévitable. En 62, il y a eu un conflit entre Senghor et Dia parce que Senghor avait refusé que Dia l'enferme dans une sorte de rôle de roi d'Angleterre. C'est parce que Senghor, en 62, pour clarifier, les textes avaient donné tous les pouvoirs à Dia. Et Dia n'avait pas compris le rapport de force et a voulu enfermer Senghor dans un rôle de roi d'Angleterre. Et c'est parce que Senghor a voulu revenir dans le jeu qu'il y a eu un conflit. Et ce que nous avons maintenant, c'est qu'aujourd'hui, les institutions et les textes donnent tous les pouvoirs au président de la République, qui, de façon volontaire, accepte de jouer le rôle d'Angleterre. Comme je dis, aussi, il y a le schéma du roi d'Angleterre. Il y a aussi le schéma iranien. C'est quoi le schéma iranien? Ça veut dire que le schéma iranien, c'est que le guide suprême en Iran est au-dessus du président de la République. Mais là-bas, c'est dans les textes et dans la Constitution. Ici, il n'y a rien ni personne qui peut être au-dessus du président de la République. Même si, pour l'instant, le guide suprême, Ousmane Sonko, est au-dessus du président de la République. Donc, le modèle anglais, aussi longtemps que le président de la République l'accepte, il n'y aura pas de problème. Le modèle iranien... Dr. mais vous semblez reprocher au président de s'occuper de domaines réservés qui sont justement de son domaine. La diplomatie, par exemple, d'être dans les airs, comme vous dites, d'aller jouer au VRP dans la sous-région. Mais c'est son rôle. Mais surtout d'accepter que son Premier ministre ait une diplomatie concurrente et parallèle. Le Premier ministre a invité Mélenchon et pour parler défense. Mais c'était dans un cadre privé, je veux dire, puisque c'est l'appartenance au parti PASTEF qui avait été mis en avant, mais pas le titre de Premier ministre. Mais comme le français une langue de précision, vous dites mis en avant. Oui. Mis en avant. Oui. Donc le Premier ministre s'occupe de domaines réservés comme la défense, il parle de l'histoire des bases françaises. Et pour l'histoire des bases, moi je pense que c'est un faux débat. Et comme je dis dans le texte, un pays définit la géographie de son international. Les Japonais ont reçu 2 bombes atomiques des États-Unis. Et aujourd'hui, le Japon est le plus grand allié des États-Unis dans sa région. Et il y a encore des bases américaines au Japon. L'Allemagne a subi une raclée, une défaite face aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, il y a des bases américaines comme en Allemagne. Il y a des bases américaines en Allemagne. Maintenant, un pays définit la géographie de son international. Maintenant, si le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, décide, réfléchit et définit la géographie de l'international du Sénégal et estime que les bases doivent rester, les bases resteront. Maintenant, s'il estime que les bases ne doivent pas rester, les bases partiront. Mais il faut que dans tout, que le président de la République, qui est dépositaire de la politique de défense, de la politique de sécurité et de la politique extérieure, qu'on connaisse sa position sur ces questions-là. Donc, quand on va, là où je parle de diplomatie parallèle, évidemment, quand vous voyez le président de la République, sa première sortie a été réservée à la Mauritanie, ce qui est une très bonne chose. Et à l'époque, j'avais dit que c'était de l'avant-garde. C'est quoi l'avant-garde? L'histoire montre que quand 2 pays font du business, ils ne font pas la guerre. L'histoire montre que quand 2 pays sont dans la démocratie, ils ne font pas la guerre. Et regarde aujourd'hui comment le Sénégal est passé du cercle de feu à un cercle de coopération et de prospérité. On a trouvé du gaz et du pétrole à la frontière entre Sénégal et la Mauritanie. Les 2 pays ont eu la bonne idée de se partager le gaz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Mauritanie est devenue notre grand allié. Qui parle encore des problèmes, qui se souvient encore des problèmes de licence de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie? Les licences de pêche, l'éternelle question des licences de pêche. Aujourd'hui, les enjeux du perte-irrigation sont tellement forts et lourds qu'on oublie l'histoire des licences de pêche. Les enjeux du perte-irrigation sont tellement lourds qu'on est en train de faire un pont sur le fleuve Rosso. Et c'est pourquoi je disais souvent que le bilan de la politique extérieure de Macky Sall, c'est un voyage, ça a du Sochi et 2 ponts. Le pont de Farafenni, grâce à la démocratie, parce que la Gambie est devenue démocratique, et le pont de Rosso, grâce à l'économie. Donc, moi, j'étais le premier à saluer que la première sortie du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, soit réservée à la Mauritanie. Ensuite, sa deuxième sortie, ça a été réservé à la Gambie. Donc, business,
démocratie. Mais malheureusement, son Premier ministre, lui, a dit que ses centres d'intérêt, ce sont les pays de l'AES. C'est quoi les pays de l'AES? Ce sont des gens qui font des coups d'État, des putsch, et qui cherchent à légitimer leur forfaiture par l'idéologie. L'idéologie du souverainisme et du panafricanisme. Et comme je dis souvent, nous sommes tous des panafricanistes, mais nous voulons un panafricanisme démocratique et un panafricanisme qui va tourner autour de l'économie, mais nous ne voulons pas du panafricanisme. Et c'est ça le grand paradoxe. Ces pays-là, les pays de putschistes, leurs élites et leurs populations rêvent d'être comme le Sénégal. Et malheureusement, notre Premier ministre, lui, est fasciné par ces pays où les gens font des coups d'État. Justement, le président Bassirou Diomaye Faye est en visite dès demain jeudi au Mali et après au Burkina Faso. Oui, et juste ce qu'il ne faut pas oublier, que le président de la République le sache très bien, il y a un mur, une grande mur à déchirer entre eux et nous. C'est-à-dire que lui, même si nous sommes de la même génération, lui, il est élu démocratiquement. Alors que les gens qui vont le recevoir, ce sont des gens qui ont fait des putschs et qui se maintiennent, qui justifient, qui veulent légitimer leur pouvoir par la forfaiture. Et à mon avis, c'est une différence fondamentale. Il faut nécessairement qu'on en tienne compte. Politique locale, avec des législatives anticipées, à votre avis, quand? Parce qu'au mois de septembre, le président aura le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et puis, quelle configuration s'il y a élection anticipée? Non, politique locale, je ne pense pas qu'il va y avoir, même si légalement le président peut le faire, je ne pense pas, parce que il faut qu'il y ait un budget, la politique budgétaire. Et s'il y a dissolution, je pense que la dissolution ne pourra intervenir qu'après, probablement en janvier. Ou, voilà. Donc on va s'attendre à des élections en mars. En janvier ou en février. Et est-ce qu'on peut déjà présager de quelle Assemblée nationale Non, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. C'est pourquoi la démocratie, c'est ça la démocratie. Ils ont été plébiscités au mois de Sénégalais, au mois de janvier-février, lors des législatives. Les Sénégalais vont décider. Est-ce que les premiers actes qu'ils ont posés les rassurent? On leur avait parlé d'un projet, et comme je dis dans mon texte, le projet de Pastef, c'est comme le mandat d'Ousmane Sembène. Si vous avez suivi le film d'Ousmane Sembène, et puis Makhoury Diégué passe son temps à attendre un mandat qui ne vient pas. Et puis en janvier, lors des législatives, les Sénégalais décideront, et puis est-ce que ce qu'on leur avait promis, la baisse des denrées, ce qu'on avait promis, les histoires d'appel d'offres, est-ce que c'est au rendez-vous en matière de politique extérieure, etc. au rendez-vous? Et moi, je pense que ça va être une sorte de référendum pour ou contre ce que Pastef avait promis. Mais là, ce qu'il faut dire, comme disait Marc Aurèle, le grand empereur, philosophe, la pire des vengeances, c'est de ne pas être comme son adversaire. Et je suis de ceux qui pensent que l'opposition actuelle ne doit pas faire de l'opposition comme Pastef, et que j'ai toujours qualifié de gangstérisme politique et des gens qui ont toujours appelé à l'insurrection et à la violence. Nous sommes une très vieille démocratie, et dans un pays, quand on peut changer par les urnes, on n'a pas, comme je dis souvent, quand il y a alternance dans un pays, il y a peu de chances qu'il y ait révolution, il y a peu de chances qu'il y ait coup d'État. Donc ils sont en train de revenir, on va avoir un débat démocratique, comme ça les Sénégalais vont avoir des éléments de comparaison. Et comme on dit en sciences politiques, l'ennemi du populisme, c'est la clarté brutale de la réalité. Et aujourd'hui, Pastef est confronté à la clarté brutale de la réalité. Sur la baisse des prix, c'est facile de dire, oui, quand nous serons au pouvoir, nous allons baisser les prix, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, on va en parler. Donc, vous citez Marc Aurèle, grand défenseur de Rome, un grand défenseur de la République. Empereur et philosophe. Oui, donc un grand défenseur de la République du Sénégal, le général Kandé, désormais ancien CEMAT, chef d'état-major général de l'armée de terre, qui est affecté à New Delhi, en Inde, comme attaché militaire. Et ça a fait couler beaucoup de salive et d'encre depuis que l'information s'est ébruitée. Alors, vous pensez que c'est une nomination sanction, ou bien certains parlent d'exil? Non, mais je pense que vous avez dit, la position de l'opinion est faite. L'opinion est, nous sommes en démocratie et l'opinion c'est important. L'opinion est surprise par cette nomination. J'ai vu un décret signé par Macky Sall circuler en disant que attaché militaire, c'est pas un problème de décret. Pour moi, à mon avis personnel, c'est un problème d'opportunité. Aujourd'hui, le général Kandé et les autres militaires sénégalais valeureux que je salue ont évité la partition du pays. Un général comme Kandé, comme disait Napoléon, il y a deux sortes de généraux.
ceux qui cherchent leurs étoiles sous le feu et ceux qui cherchent leurs étoiles sous l'antichambre à l'antichambre d'état-major. Et je pense que cet exil, entre guillemets, de Kandé à New Delhi est un très mauvais signal pour tous les militaires qui sont convaincus qu'il faut chercher ces étoiles sous le feu. Il faut chercher ces étoiles sous le feu et Kandé a cherché ces étoiles sous le feu. L'autre aspect, quand je parle d'opportunité, Kandé, Saïfoulaye Sow, Yoro Kone, de grands chefs militaires sénégalais ont payé le prix qu'il faut pour que le Sénégal ne subisse pas une partition. Et souvent, quand vous dites ça, les gens vous rappellent l'article de l'UIA qui dit l'intangibilité des frontières de la colonisation. Et malgré ça, l'Érythrée a eu son indépendance parce que l'Érythrée a gagné la guerre contre l'Éthiopie. Malgré ça, le Soudan du Sud a eu son indépendance. Si aujourd'hui, il n'y a pas eu la partition du Sénégal, c'est parce que de valeureux militaires, de valeureux officiers comme Kandé et les autres ont payé le plus fort. Donc la guerre du Sud a été gagnée. Les guerres du Sud ont été gagnées. C'est quoi les guerres du Sud? C'est la Casamance, Fodé-Kaba 1, Fodé-Kaba 2, Gambie, Guinée-Bissau. Ces guerres-là ont été gagnées. Maintenant, la plus grande guerre qui nous menace, c'est la guerre de l'Est. Et le général Kandé, au moment cumuler ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre avec les fonctions de chef de force spéciale. Donc il est au centre du dispositif pour la bataille de l'Est. Exiler un général comme ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si à la veille de la guerre de sécession, et puis vous nommez Patton attaché militaire en Yougoslavie. Ou bien à la veille de la guerre en Irak, prendre McChrystal, qui est le plus grand général américain, ou bien... Patton, c'est pour la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez de la guerre de sécession. Patton, c'est comme à la veille de la guerre mondiale. Sur le front occidental. Voilà, nommé le général Patton en Yougoslavie comme attaché militaire. Ou bien, et puis à la veille de la guerre en Irak, nommé quelqu'un comme Petraeus ou... McChrystal, je ne sais pas, en Inde ou un truc comme ça. Ce qu'il faut dire, dans l'organisation de notre armée, il y a le chef d'état-major général. Et immédiatement après le chef d'état-major général, il y a les autres chefs d'état-major. Et le général Kandé, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre. Ça veut dire c'est le patron des 3/4 ou des 4/5 de notre armée. Un général comme ça, aussi valeureux, aussi compétent, vous n'allez pas l'exiler. Aujourd'hui, je me suis intéressé à la coopération militaire entre le Sénégal et l'Inde. Aujourd'hui, il n'y a aucun officier sénégalais qui est en formation en Inde. Donc vous ne pouvez pas prendre un officier aussi valeureux, aussi compétent et l'amener en exil dans un pays où la coopération avec le militaire avec le Sénégal est quasi inexistante. Mais pour clore cette discussion, n'est-ce pas que la Constitution confère au président de la République le droit de nommer aux fonctions civiles et militaires qui il veut? Oui, on ne conteste pas ça, mais nous sommes en démocratie et les Sénégalais, personne ne conteste les prérogatives du président de la République. Le droit que nous avons, c'est de nous étonner, de cette décision du président de la République. Et c'est presque la première fois où un général est nommé attaché militaire. Et souvent les gens donnent des exemples. Les colonels qui ont été nommés général, alors qu'ils étaient attachés militaires, immédiatement ils sont revenus à Dakar pour exercer les fonctions de général. Pour exercer les fonctions de général. Le président de la République a le droit de le faire, mais quand même il y a des questions légitimes qui se posent sur l'intérêt national, sur l'international, sur la stratégie, sur la politique de défense. Nous avons été à Goudiri parce que quand on parlait des djihadistes, on pensait à des Touaregs. Mais aujourd'hui, quand on parle des djihadistes, on parle de 60 km de Kidira. On parle de 60 km de Kidira. Donc, est-ce que dans un contexte pareil, est-ce qu'il est raisonnable et sage de prendre notre meilleur général et de l'exiler en Inde? C'est la question que les gens se posent. Mais Kandé a beaucoup de mérite parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal, il n'y a pas une partition du Sénégal comme au Soudan ou en Érythrée, quelqu'un comme le général Kandé y a beaucoup contribué. Alors, le président de la République, comme je l'ai dit, qui a usé de ses prérogatives pour nommer un nouveau patron de la police nationale. Mame Seydou Ndour, c'est son nom. Il remplace un autre Seydou. C'est un Seydou pour un autre, Seydou Bokar Yag. Un petit commentaire avant... Non, mais c'est dans les prérogatives. C'est dans les prérogatives du président de la République. Et comme j'ai dit, nos officiers généraux, que ce soit au niveau de l'armée, c'est l'avantage absolu du Sénégal. Ce qui nous différencie des pays de la sous-région, là, qu'admire notre Premier ministre, c'est que nous avons une administration et une armée républicaine. Et comme disait Senghor, si vous voulez avoir une administration et une armée républicaine, allez recruter vos officiers là où vous recrutez vos magistrats et vos administrations civiles. Et je pense que c'est ça le Sénégal fait, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette grande armée républicaine et cette police qui fait le travail. Un Seydou, comme je disais, pour un autre Seydou. Seydou Ndour à la place de Seydou Yag.
Parlons économie avec la cherté de la vie et une hausse notée principalement sur le riz. Vous avez suivi dans l'édition des reportages qui parlaient toujours, alors qu'on attendait une baisse avec la perspective de la Tabaski également sur d'autres produits. Qu'est-ce qui se place au plan économique? Mais ça veut dire que nous avons dans ce pays un problème d'ordre des priorités. Nous avons dans ce pays un problème d'ordre des priorités. Comme je dis, l'alternance est devenue la respiration naturelle de notre démocratie. Nous avons un État qui fonctionne, nous avons une République debout et une démocratie qui fonctionne. Donc le cerveau de ceux qui nous dirigent et de ceux qui aspirent à les remplacer doit être jugé sur des questions concrètes comme l'économie. Et ça, c'est les urgences. Et je suis de ceux qui pensent que la plus grande urgence du Sénégal, c'est la question économique. Il faut que l'exception démocratique devienne l'exception économique. Le Sénégal a trop d'exploits démocratiques. On n'a plus besoin d'exploits démocratiques, qu'on fasse des élections, que les gens disent oui, le Sénégal, félicitations. On a besoin d'exploits économiques. Maintenant, pour avoir des exploits économiques, il faut que le gouvernement place l'économie au centre de la chose. Et moi qui parlais d'investissement, l'urgence, c'est la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Par exemple, la décision du président de la République, de son premier ministre, d'arrêter arbitrairement les travaux sur la corniche, c'est un mauvais signal pour les investisseurs. Parce que le président de la République du Sénégal n'est pas François Ier. François Ier, roi de France, quand il disait tel est mon bon plaisir, ça devenait la loi. La loi au Sénégal n'est pas le bon plaisir du président de la République et de son premier ministre. Évidemment, sur la corniche, il y a des gens qui sont dans l'illégalité, mais il y a d'autres qui sont dans la légalité. Et le droit, ce n'est pas la punition collective. Le droit, ce n'est pas la punition collective. Il y a des personnes qui ont fait l'effort d'aller chercher une autorisation de construire, d'aller chercher un bail, d'aller chercher un titre foncier. On ne peut pas se prévoir de ses propres turpitudes. L'État du Sénégal ne peut pas donner un titre foncier. Le ministre de l'Urbanisme et le maire du Plateau te donnent une autorisation de construire et que le président de la République décide qu'il faut arrêter les travaux. Et comme je dis, si nous voulons être comme Dubaï de demain, il faut que l'État du Sénégal fasse l'effort sur la sécurité juridique et judiciaire. Et pour moi, c'est ça les urgences. Maintenant, le président de la République, au lieu de faire des assises sur la justice, les assises sur le code électoral, il doit faire sur les assises de l'économie, voir comment concrètement on peut créer de la richesse. C'est la croissance qui crée la richesse, c'est la richesse qui crée des emplois. Alors, docteur Yoro Dia, on ne pouvait pas terminer sans parler de la presse, même si vous êtes accessoirement et peut-être dans une très lointaine vie, vous avez été journaliste. Mais je le suis toujours. Il y a une polémique, justement, je ne polémique pas sur ça. Vous n'êtes plus journaliste, ça fait longtemps. Justement, sur la dette fiscale effacée par le président Macky Sall, il y a polémique, l'effacement ne serait pas effectif. Et Ibrahima Lissa Faye, que nous saluons au passage, président de Appel, dans un post sur les réseaux sociaux, précise que c'est une correspondance plutôt qui avait été adressée au ministre des Finances et du Budget de l'époque, Mamadou Moustapha Ba. Là également, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a eu effacement des 40 milliards ou pas? Non, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État est une continuité. Moi, j'ai participé à cette réunion. Donc, vous demandez au président Bassirou Diomaye Faye de respecter une promesse du président Macky Sall. Non, on ne peut pas demander ça. Maintenant, justement, si vous me dites l'État est une continuité. Non, l'État est une continuité. Comme il parle de rupture, la politique de Macky Sall avec la presse, pour le président Macky Sall, évidemment, elle avait une activité économique, mais il a toujours insisté sur le fait que la presse avait une mission sociale, une mission de service public. Et c'est pourquoi, durant ces 12 ans, le président de la République s'est toujours efforcé d'aider la presse. Il a augmenté, il a multiplié par l'aide à la presse. Il a souvent usé de cet instrument d'effacement des dettes fiscales pour aider la presse. J'ai participé à la réunion et puis effectivement, le président avait écrit au ministre des Finances pour qu'il le fasse. Maintenant, l'État a une continuité. Maintenant, si les gens là optent pour la rupture, ils n'ont qu'à dire clairement qu'ils n'ont plus envie d'aider la presse. Mais le président de la République avait fait les diligences nécessaires pour que cette amnistie fiscale pour la presse soit effective. Et puis c'est pas seulement cette année, le président de la République pendant 12 ans l'a toujours fait, en disant c'est une façon d'aider la presse. Et puis nous, quand on le faisait, on ne voyait pas qui est pour nous, qui est contre nous. Pour nous, c'était le principe. Nous sommes dans une démocratie et une démocratie a besoin d'une presse qui fonctionne pour que les citoyens soient informés et puissent décider. Merci. Donc c'est ça qui a été décidé. Le président a fait le courrier, c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, dans la respiration étant l'alternance étant la respiration de la démocratie, il y a de nouveaux pouvoirs. Maintenant, si le nouveau pouvoir peut continuer, il peut, pour que la presse le sache, il peut poursuivre la procédure pour cette amnistie fiscale, mais là, le nouveau pouvoir aussi est libre de décider de ne plus aider la presse et puis de changer les règles du jeu. Docteur Yoro Dia, merci. Vous êtes ancien ministre, porte-parole du président de la République, ancien journaliste également. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.